totalement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mytlamite, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cette émission je suis rejoint pour la 3e fois par Stéphane. Salut Stéphane. Salut Mythe, comment ça va ? Ah bah écoute, ça va très très bien. Alors comme je le disais, c'est la 3e fois que tu viens, t'es un petit peu un aficionado maintenant, un pilier de Hot Takes et Slow Burn. Est-ce que tu veux faire un rapide résumé de ce que tu fais à part accepter gracieusement mes invitations à ce podcast aux gens qui prendraient le train en route? Alors, dans la vie, je suis programmeur gameplay, c'est-à-dire que je fais des jeux vidéo, je fais de la programmation, donc du code, et orienté gameplay, c'est-à-dire tout ce qui est les petits bonhommes qui bougent, les menus, les petits bonhommes qui parlent, les portes, les champignons qui rebondissent, tout ce qu'on aime, quoi. Très bien. Très très bien, et bien peut-être que cette expertise va même éclairer d'une lumière particulière l'épisode que nous allons faire aujourd'hui toi et moi, puisque je t'ai à nouveau invité pour faire un épisode sur la très célèbre série des The Legend of Zelda. Tu avais déjà été invité pour le premier Super Unravel Battle qui portait sur la pertinence de la Master Sword dans différents jeux Zelda, on s'était bien amusé à le faire. Oui, c'était sympa, je trouve ça assez cool de revenir sur Zelda, on va dire que je suis un peu l'expert Zelda du podcast maintenant. Ouais, exactement. Sachant que... Oui, vas-y. De la même qualité que les experts BFM, je suis l'expert Zelda. C'est ça, sachant que Zelda n'est ni ma passion particulièrement, ni ta passion particulièrement, ça paraît tout à fait logique que quand on enregistre ensemble, on parle de Zelda. Oui, tout à fait. Après, voilà, j'aime beaucoup Zelda, mais c'est pas le... Il y en a pas beaucoup, mais c'est marrant. C'est pas le jeu sur lequel je me jette à chaque fois, mais par contre, ça a une petite place dans mon cœur quand même aussi. Mais clairement, j'en suis pas à être le fan de la timeline, le fan de je dois jouer à tous les Zelda. Là, le prochain, on s'en fout un peu, on verra s'il est bien avant de le commander, ce genre de choses, quoi. Très bien. Eh bien, on va pas parler de n'importe quel épisode de Zelda. Pour cet épisode, nous allons parler de The Wind Waker, sorti entre 2002 et 2003 selon les différentes régions du monde sur GameCube, et qui était un épisode qui a vraiment marqué les esprits à l'époque où il est sorti et qui a encore aujourd'hui une très forte aura. Ouais, moi c'était mon premier Zelda 3D, je me souviens. J'ai sauté la 64 à l'époque. Du coup, ça a été une assez grande expérience d'arriver chez moi, de mettre le CD et de voir ce truc-là. Et je comprends aussi Laura parce que il a un aspect différent de tous les Zelda. À part les Zelda DS dont nous ne parlerons pas ce soir. Mais voilà, il a eu par sa DA au moins une place particulière dans l'histoire de Zelda, quoi. Tout à fait. Et justement, avant de revenir plus en détail sur ton expérience de jeu, ce que je propose, c'est qu'on discute un petit peu du contexte dans lequel le jeu est sorti et et puis après avoir parlé d'expérience de jeu, on verra comment ce contexte-là a coloré l'expérience de jeu d'une partie du public à l'époque et a beaucoup alimenté de discussions sur Internet. Donc la GameCube est sortie en 2001. Seulement 5 ans après la sortie de la Nintendo 64, donc c'était des cycles de vie assez courts pour les consoles à l'époque, et sur Nintendo 64 il y avait eu 2 Zelda, donc le légendaire Ocarina of Time en 1998 qui était le premier épisode en 3D, le premier Zelda en 3D, et c'est un jeu qui a vraiment été fondateur dans beaucoup de paramètres qui sont aujourd'hui assez naturels dans les jeux d'action-aventure en 3D, suivi du non moins légendaire en 2000 Majora's Mask, un jeu dont il faudra que je parle. Il faut que je trouve quelqu'un à inviter pour en faire un épisode de Hot Takes et Slow Burn, mais voilà, c'est un épisode qui a vraiment beaucoup d'éléments pour lui et beaucoup de choses à raconter, et donc c'est 2 jeux qui ont vraiment eu un accueil très favorable de la critique et du public à l'époque. Ça a créé beaucoup d'attentes pour le prochain Zelda en 3D sur la prochaine console de Nintendo, d'autant plus que
À l'époque, en 2000, au Nintendo Space World, il avait été montré une espèce de démo technique de la GameCube qui présentait ce duel à l'épée entre Link et Ganondorf dans une 3D d'une qualité qui était jusque-là inouïe. Et ça avait beaucoup alimenté la hype sur Internet. Jusqu'à ce que au Space World 2001, la première bande-annonce du jeu sorte avec des vrais graphismes du jeu qui étaient... ils sont comment les graphismes de Wind Waker, dis-moi? C'est cel shading, c'est pensé. Alors il y a deux choses en fait. Il y a qui ont marqué les gens, je pense, c'est déjà l'aspect cartoon. Parce qu'en fait, s'il y a rien que de base, graphisme ou pas, si tu regardes les concept art, c'est plus la même direction en fait. C'est une revisite, c'est des proportions vraiment cartoon, c'est des couleurs en fait, même l'ADA et concept art, il y a un côté un peu pastel en fait, il y a un côté plus dessin assumé. Je trouve que ce que tu vas pouvoir voir sur les concept art des deux précédents, déjà les deux Zelda 3D, qui étaient une sorte d'évolution un peu logique à travers l'histoire des concept art qu'on avait de Link to the Past et Link's Awakening, qui est ce Link de 16-17 ans, proportion normale, mais juste dessiné, pas à l'air réaliste, mais au moins avec des proportions réalistes. Et tout ça, et en fait, ce qui arrive avec Wind Waker, c'est cet aspect cartoon, et en plus ce rendu en cel shading, donc qui est une technique d'ombrage qui en fait imite du dessin. Là où la tendance était à l'éclairage réaliste, qui est on essaye de simuler la manière dont se comportent les ombres dans la vraie vie avec la physique, c'est-à-dire sur le corps, c'est des ombres douces en fait, des soft shadows. Donc plus on s'éloigne de la lumière, moins on est éclairé, moins on est plus c'est sombre. Donc du coup, il y a tous ces dégradés là. Là, on n'avait plus ça sur Wind Waker. On refait comme dans le dessin où j'ai pris du vert clair pour faire le chapeau et j'ai mis du vert foncé pour faire l'ombre du chapeau, et il y a une grosse démarcation entre les deux. Donc il y a eu ces deux trucs là. Et je me souviens qu'à l'époque, ça avait fait grosse réaction de pas mal de gens. Moi qui avais sauté les OPI 64, ça m'a pas fait ça en fait. Oui, t'avais pas de passif avec comment un jeu Zelda en 3D était censé être, entre guillemets, et ça t'a pas marqué plus que ça, parce que moi j'ai le souvenir de discussions sur des forums qui étaient complètement délirantes, avec des gens qui étaient là, ouais, ça va tuer la franchise, c'est n'importe quoi, Nintendo a pété un câble, Nintendo est en train de devenir une entreprise pour les gamins, ils font un Zelda de gamins, c'était vraiment... il y a beaucoup d'amertume et des débats très houleux entre les gens qui étaient déçus de cette bande-annonce et les gens qui se disaient, ouais, enfin, surtout quand le jeu est sorti après, qui ont dit, bah, le jeu il est super, quand on y joue manette en main c'est super, et puis cette direction artistique elle est différente mais elle est très réussie. Mm. Mais je me souviens quand même avoir été surpris quand même aussi, faut pas dire que je l'ai pris ça en me disant oui, c'est le cheminement logique de Link to the Past. Moi j'avais pas vu les vidéos à l'époque. Moi j'ai eu internet en 2005 pardon. Donc moi c'était par les magazines, donc c'était je lis un article et à 4 petites photos. Je me souviens encore, c'est marrant, ça c'est l'image qui m'a vraiment marqué d'un screen qui doit faire, là je suis en train de regarder avec mes doigts, Link pour moi c'était un screen de 4 cm sur 3 cm, et à l'intérieur il y avait un tout petit Link. Donc moi c'est sur ça que j'évaluais. Donc c'est vrai qu'au départ je me dis oui, là le Link il a l'air un peu tout petit et tout, mais quand j'ai commencé à voir de vraies images des grands screens, et ouais effectivement ça... En fait moi ce que je me souviens c'était qu'il y avait un côté ils ont trahi Ocarina of Time. Ouais. Et moi j'étais un peu petit aussi à l'époque d'Ocarina of Time, et j'avais tendance à me dire, ce qui est marrant c'est parce que je jouais en fait Link to the Past presque en même temps qu'Ocarina of Time. J'avais presque tendance en plus à me dire c'est pas le vrai Zelda. Moi j'ai joué au vrai Zelda. Pour moi les Gorons et les Auras ça existait pas. Je sais pas comment expliquer, tu vois. Donc effectivement j'ai pas le souvenir de cette réception
aussi négative, un peu surpris au départ, mais après quand j'ai commencé à voir les images de jeu, moi je suis passé de la Super Nintendo à GameCube, donc déjà mon premier jeu GameCube ça a été Sonic Adventure 2 où je pouvais bouger en 3D, j'étais heureux quoi. Donc là le Zelda en 3D c'était la grande découverte, et c'était pas parce que Link était différent que j'allais pas aimer, et puis bon j'aimais quand même les décors. Les décors avaient quelque chose, quoi. L'ambiance avait déjà quelque chose de base qui pouvait attirer, quoi. Ça sentait l'aventure, quoi. Oui, c'est vrai que c'est un jeu qui vraiment va appuyer sur le côté aventure de la série, notamment puisque c'est un jeu qui se passe sur un gigantesque océan, sur un monde qui est complètement inondé et où il y a des petites îles sur lesquelles vivent les habitants. Et on va d'île en île avec un bateau. Ce bateau, il faut faire souffler le vent dans la bonne direction, sortir la voile. Il y a cette musique quand il y a le vent qui souffle dans la voile, c'est vraiment la musique qui te dit allez, maintenant c'est l'aventure et on y est quoi. On a vraiment, c'est le souvenir le plus profond que j'ai moi vis-à-vis de Wind Waker, c'est vraiment cette impression d'être sur ce bateau à l'aventure, à la recherche de la prochaine île, de la prochaine surprise. Sur quoi est-ce que je vais tomber? Est-ce que ça va être la suite de l'histoire ou est-ce que ça va être quelque chose d'annexe et voilà, il y avait vraiment un aspect aventure très très marqué, bien plus marqué encore que, que dans Ocarina of Time, où là on a un petit peu une quête pour sauver le monde, mais c'est assez structuré dans l'idée que voilà, on doit faire ça pour faire ça, alors que dans Wind Waker, il y a ce souffle de liberté qui est en permanence avec nous et qui, combiné avec ces graphismes qui faisaient vraiment ressortir des très beaux aplats de couleurs avec des couleurs bien saturées, ça, ça, ça respirait un petit peu aussi cette joie enfantine de la découverte, je trouve, avec beaucoup de maestria. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, par contre, c'est l'aspect aventure, c'est le truc qui m'a jamais trop intéressé de fait de partir à l'inconnu. Donc, en fait, ton analyse, je te rejoins, mais a posteriori. C'est pas ce que j'ai ressenti à l'époque. Parce que c'était vraiment pas un truc que je cherchais. Maintenant, c'est quelque chose que je sais apprécier maintenant, mais c'est quand même pas, c'est généralement pas vers le genre de choses vers laquelle je me dirige. Mais par contre, il y a un truc que je retiens, et c'était peut-être GameCube, d'ailleurs, elle s'appelait Dolphin, c'est un peu un rapport, c'était un peu la console du soleil, un peu pour Nintendo. Alors, j'allais dire Doshin the Giant, à la base c'était pour 64, mais quand même c'est sorti sur GameCube. C'est les jeux du soleil. Et on a eu Mario Sunshine et Wind Waker, et pour moi, l'aspect insulaire et tout, c'était un peu euh, l'aspect vacances. Moi, il y a un truc qui ressort. Alors, j'ai pas fini le jeu, donc j'ai peut-être pas vu les trucs. J'expliquerai pourquoi après. J'ai pas vu les trucs les plus sombres du jeu en soi, mais moi, ce que je retiens de ces voyages, c'est l'aspect, même dans la navigation, dans les îles, c'est l'aspect un peu paradisiaque. Alors, c'est pas des îles représentées avec des palmiers en mode bienvenue à Honolulu, quoi. Mais il y a ce côté et en fait qui marche bien dans la DA et qui fait que Wind Waker, et il a un truc que n'ont pas les autres Zelda pour moi, et qu'on pourrait retrouver si dans Link's Awakening, cet aspect même si tu pars à l'aventure, un peu d'insouciance, de plaisir, il fait beau. Donc c'est vrai que maintenant que j'y réfléchis, autant je serais très intéressé par partir dans le Majora's Mask, un nouveau Zelda bien sombre, mais c'est vrai que un nouveau Zelda, ouais, c'est les vacances, même s'il y a une quête, tout est pas sombre, tout est pas désolé, même s'il y a d'aspect post-apo parce que la planète est sous les eaux, mais il y a quand même un côté un peu, voilà, on va sur les îles, les musiques quoi, comme tu parlais des musiques. Moi, les musiques, notamment Dragon Route Island, je me souviens plus du nom français, ou la musique du voyage, il y a un côté, il y a pas un côté épique, comme tu dis, il y a un côté aventure, mais aventure légère comme un enfant qui partirait avec son bâton, quoi. Ouais, exactement.
Alors, j'ai une question très importante à te poser parce que je t'avoue que ma hot take est fortement liée à la fin du jeu. Est-ce que ça te dérange si je te spoil certains éléments de la fin du jeu pendant l'épisode? Non, ça va, pas de problème. Il faudra que je le refasse. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma sauvegarde s'est effacée à un moment où j'étais à 90% de la quête des Triforce, qui est le Ouais. moment le plus chiant du jeu. Ouais. Et j'ai eu un bug qui m'avait effacé des sauvegardes sur ma carte mémoire. Et du coup, je me suis arrêté là. Mais j'ai vu quelques éléments de fin du jeu. Je pense que je suis pas loin de la fin du jeu à ce moment-là. Je sais pas combien de donjons il reste une fois qu'on a fait la quête des Triforce. Oh, je sais plus dans quel ordre c'est, mais si t'avais les grappins, c'est que t'avais fait tous les donjons. Ouais, bah, oui, parce qu'il y a deux grappins, hein, c'est ça? Oui. Il y a le grappin en roulette et le grappin. Oui, je crois que j'avais fait tout. Peut-être que nos auditeurs diront qu'est-ce qu'il raconte et il s'est inventé des faux souvenirs, mais il me semble que ouais, j'avais tout et que j'étais en train de chercher les morceaux de Triforce. Ouais, mais c'est pas loin de Et la fin de toute façon, effectivement. ouais. Et ça m'a un peu découragé et j'ai juste vu des images du combat final de la tête du Ganondorf très particulier du jeu, quoi. Ouais, c'est Et vrai voilà. que c'est un Ganondorf assez particulier que personnellement j'aime beaucoup. Mais on y reviendra quand ce sera le moment. Donc ouais, c'est pareil, hein, c'est vraiment un jeu. J'ai à l'époque où j'y ai joué, donc au début des années 2000, j'ai pas été marqué par ses défauts. Je conçois que c'était quelque chose qui pouvait être gênant, mais quand on est dedans, en fait, on s'en sort sans même trop y penser. Mais c'est vrai qu'on a reproché au jeu d'être inutilement lent, de faire perdre du temps à la personne qui joue, en l'obligeant à changer la direction du vent à chaque fois qu'il fallait changer de cap, à avoir ce bateau qui allait pas non plus à une vitesse extraordinaire alors qu'on avait un océan qui faisait 7 cases sur 7 cases, donc 49 cases assez grandes chacune. Donc bah, parfois il fallait aller loin, et puis c'était long. Et cette quête de la Triforce où il fallait chercher des... fallait chercher des cartes en faisant des épreuves, il fallait faire décrypter les cartes en payant une fortune à Tingle en rubis, et ensuite Tingle il décryptait la carte, et puis ensuite il fallait aller à l'endroit de la carte, et il fallait plonger le grappin dans l'eau, et puis si on n'était pas exactement à l'endroit où il y avait la tache lumineuse, et ben le grappin il pêchait rien du tout, et puis on l'avait dans l'os, et il fallait recommencer. Oui. Ben, moi, je me souviens qu'à l'époque, je disais, ça pourrait être mon jeu préféré. Bon, alors après, on parle du haut de mes 14 ans, hein. S'il y avait pas le bateau. Parce que moi, déjà, ça commençait déjà à marquer le fait que les déplacements, moi, ça me fatiguait. Mais par contre, je me souviens que, alors, je découvrais, en plus, j'avais pas fait les deux Zelda 3D précédents. J'adorais le système de combat. Je trouvais que le système d'esquive était vraiment super. Super agréable en tout cas. Je comprends pourquoi ils l'ont enlevé parce que ça peut te créer un jeu d'attente. Parce que du coup, c'est toujours le problème quand tu fais quelque chose. Il y a un peu ça sur Metroid Samus Returns. C'est Ouais. qu'à partir du moment où tu as un contre, où tu as une mécanique défensive et que tu veux la mettre en avant, ça te crée un truc où tu dis je vais pas attaquer et mon option c'est d'attendre que l'autre attaque et ça fait un jeu de rythme ultra long. Donc, Ouais, il faut faire attention à l'agressivité des ennemis quand on fait comme ça. C'est pas mais oui, évident et surtout, si on y met beaucoup de ressources, et ben, on n'est plus en train de produire un Zelda, on est en train de produire un Devil May Cry ou un Bayonetta, quoi. oui. Mais en tout cas, moi j'aimais beaucoup. Il y a plein de choses, il y a plein de choses intelligentes. Je suis en train d'y réfléchir, hein, mais il y a plein de choses intelligentes dans ce jeu, quoi. Après, il y a beaucoup de Zelda où tu te poses, même voilà, on en a déjà parlé sur ce podcast, même ce que j'aime moins, comme Breath of the Wild, mais le nombre d'idées qu'il y a dedans, c'est un benchmark, quoi. Faut Mm. se dire qu'à l'époque, faut comparer avec les jeux d'aventure à l'époque. Je prends, pour parler de la maison, je prends Beyond Good and Evil qui sort un an après, qui est très bien, il n'y a pas de problème. Si on compare les deux, on se rend compte du fossé de Wind Waker, quoi, par rapport à Ah ben, par- même si on compare à Nintendo lui-même, hein, tu compares Star Fox Adventures et oui. Wind Waker,
Oui, Star Fox Euh, Adventure, j'ai joué un peu, mais effectivement, c'est beaucoup plus classique, c'est beaucoup plus. Là, il y a un truc, quoi. Il y a vraiment un truc dans Wind Waker, quoi. Et puis, des idées visuelles aussi, qu'on beaucoup d'idées retrouve pas. visuelles. Voilà. C'est pas tout le temps le cas, je trouve, dans les Zelda. C'est parfois. Par exemple, Breath of the Wild, je pense que ça en manque encore un peu. C'est un peu classique à ce niveau-là. Là où en gameplay, il y a pas mal de génie, mais là, les décors, les donjons ont une identité vraiment cool. Le feu, voilà, c'est du génie. Voilà, ces particules avec ces petits tourbillons et tout, Ouais, c'est c'est qui super donnait un osé, quoi. côté, qui donnait un côté estampe japonaise, avec en Ah plus ouais, les ennemis qui meurent dans un nuage de fumée violette. C'était super marquant comme visuel aussi, ça. voilà, c'est à ça que je pense. Je pense à la fumée des. Voilà, on parle. Ouais, qu'est-ce que tu. Quand tu me dis quelle était ton expérience, ben ouais, je pense à ces fumées, je pense Mm. à ces ombrages un peu forts. Là, je pense aussi à certains moments un peu chiants quand on doit porter la fille à elle et tout. Certes, mais c'est vrai que c'est d'abord des images et c'est pas forcément, même si je pense à des trucs de gameplay, la petite infiltration, les machins comme ça, c'est vrai que tu penses à des sensations qui te viennent de ces couleurs, de ces aplats, de ces FX assez particuliers, quoi. Ouais, même le temple de la terre, l'obligatoire donjon avec des morts-vivants. Les morts-vivants dedans, très inspirés visuellement des momies mésoaméricaines. Et en fait, c'est tout le donjon qui est comme ça. Et c'est le donjon où t'as justement Medoli, la fille oiseau, et elle vient de l'île des Piaf. Et sur l'île des Piaf, il y a la chanson dont tu parlais, Dragon Roost Island. Et cette musique-là, c'est une musique avec de la guitare sèche, avec de la flûte de Pan. C'est très culturellement marqué Amérique du Sud, et c'est très drôle d'avoir en fait ces visuels qui font penser aux civilisations précolombiennes dans ce temple-là qui est associé avec ce personnage-là en Mm. particulier. Ouais, et en fait, là, quand on en parle, là, je regarde les images justement du Temple de la Terre pour souvenir. C'est qu'il y a dans les proportions, dans les représentations des personnages, on parle de Ganondorf dans Wind Waker. Il y a une vraie audace artistique par rapport. Alors, on parle vraiment d'un contexte dans lequel on est, on est dans une série, on est le 7e jeu. Je sais plus si les oracles ils sortent après là. Je crois qu'ils sont Euh, sortis avant. Ils Ils sont ont dû sortis avant. ils sont sortis en D'accord. 2001. Voilà, donc du coup, de toute façon, on a déjà dépassé les 5 itérations. Euh, Ça aurait été très facile de continuer de faire ce qu'il y avait dans la fameuse démo technique, de faire une énième fois, on est dans Hyrule, il y a un temple de feu, il y a un temple de. Il y a toujours, parce qu'au bout d'un moment, on peut pas inventer des biomes parce que on s'inspire de la vie. Mais c'était très facile de rester dans la routine et de faire un très bon Mm. jeu. Et je serais preneur. J'en parlais l'autre fois avec un ami commun, un Nicolas. Voilà, là, si on me sort un remake comme a fait FF7 remake, on me sort ça sur Link to the Past, je sors mon argent, oui, il y a pas de problème. Mais il y a quand même, je trouve ça, c'est vraiment louable de se dire, allez, ouais, on a tous nos acquis, tout le monde connaît, et je me permets de faire autre chose. Ben, ce que fait le Spider-Man New Generation, Into the Spider-Verse au cinéma, de se dire, bah, on part dans autre chose. Et c'est vrai que là, Nintendo l'a fait pas mal à une époque, et j'aimerais qu'il le refasse. Après, bon, comme des réactions dont tu parles de l'époque, de genre, disait, qu'est-ce que c'est cette merde, ça va être Nintendo, ça va être pour bébé, etc., font que, ben oui, on comprend que les développeurs restent Ouais, c'est dans leur sûr que case, quoi. on n'a pas envie de se taper un rejet préemptif du public. Ouais, C'est pas évident. Mm. Alors,
très rapidement, le jeu, donc, il a certains défauts, notamment au niveau du rythme. Pour corriger ça, la version Wii U, le remaster HD qui était sorti en 2012, corrige pas mal ses défauts, puisqu'on y trouve la fameuse voile rapide qui va 2 fois plus vite et où il n'y a pas besoin de réorienter le vent. Donc ça permet de vraiment beaucoup alléger les éléments de voyage de ce côté-là. Et puis la quête de la Triforce a été largement améliorée, puisque au lieu de 8 cartes à décrypter chez Tingle, il n'y en a plus que 4. Et les 4 autres endroits où il y avait une carte à décrypter, c'est directement les morceaux de Triforce qu'on trouve. Et ça rend l'ensemble quand même beaucoup plus gérable. Et alors, on va pouvoir parler un petit peu de ma hot take maintenant. Et justement, c'est rigolo parce qu'on a parlé de ce jeu avec beaucoup d'émotion, parce que c'est des jeux auxquels on a joué quand on était jeune, hein. Moi, j'étais au lycée, toi, t'étais au collège. Et c'est des jeux qui nous ont vraiment marqué dans notre jeune adolescence. Et du coup, je pense que on peut dire sans trop de problème qu'on a pas mal de nostalgie pour ce jeu, pour The Wind Waker. Ouais. Et c'est rigolo parce que justement là, on va parler un petit peu de nostalgie et de la réaction qu'il y a eu à l'époque de la révélation de la bande-annonce au Space World de 2001. Je pense qu'un des trucs qui avait incité les gens à être un petit peu choqués par cette révélation de bande-annonce, d'une part, c'est que sur Internet, on est très facilement incité à faire ressortir le pire de soi-même. Donc, bon, ça c'est, on va dire, c'est presque inhérent au médium. Mais en plus, le truc, c'est que je pense que voilà, cette idée que ça avait été une trahison de Ocarina of Time, c'est parce que les gens avaient déjà à l'époque, hein, le jeu avait 2-3 ans, ils avaient une certaine nostalgie déjà pour Ocarina of Time et pour la découverte qu'ils avaient faite d'Ocarina of Time, parce qu'il faut bien admettre que c'était une claque terrible, hein, quand il est sorti ce jeu. Il en mettait vraiment plein la vue. C'est quelque chose de très marquant dans l'histoire du jeu vidéo. Et je pense que, d'une certaine manière, The Wind Waker est un jeu qui répond à ces critiques-là de manière directe. D'accord, Puisque qui répond aux critiques du fait que ça trahit Nintendo Ocarina of faisait Time. mieux. D'accord. Puisque si on admet que c'est une réaction qui vient en partie d'une forme de nostalgie pour Ocarina of Time, on va pouvoir analyser ce qui se passe à la fin du jeu. Puisque à un moment, dans le jeu, on découvre que, en fait, Hyrule n'a pas été détruite, mais préservée sous l'eau. Oui. Et on se rend compte que notre bateau est en fait l'ancien roi d'Hyrule. Ça, je m'en souviens bien. Et que cet ancien roi d'Hyrule est en fait un contemporain de Ganondorf, qui a ressuscité, on sait pas trop comment, mais bon, c'est pas non plus... c'est bizarrement pas le truc le plus important. Ouais, c'est Zelda. Si vous avez des théories sur comment Ganondorf a été ressuscité, dites-les nous, hein, sur les réseaux sociaux, ça m'intéresse. Dites-le dans le chat. Ouais, dites-le dans le chat. Hein. Et donc, la tension qui existe en fait dans la motivation de Ganondorf et la raison pour laquelle le roi d'Hyrule essaye de l'arrêter, c'est que Ganondorf, son but, c'est d'utiliser la Triforce pour réémerger Hyrule et régner sur le Hyrule qui est à nouveau sorti de l'eau. Or, Hyrule avait été englouti pour contrecarrer les plans de Ganondorf. Ah oui, je me souviens de ça. Oui, ça a été... oui, c'est un peu la ceinture d'Orion dans... ou la cité d'Andorre dans Superman, quoi. C'est une cité qui est mise en bouteille de Krypton pour la protéger. Bah, c'était un petit peu ça. Et donc, le roi d'Hyrule, lui, et d'ailleurs c'est ça qui déclenche le combat final, c'est que le roi d'Hyrule va toucher la Triforce pendant que Ganondorf est en train de faire son discours grandiloquent de méchant, pour faire son vœu, et son vœu c'est que Hyrule soit détruite pour que l'océan lui tombe vraiment dessus et qu'elle ne soit plus préservée magiquement sous l'eau. D'accord. Et donc le conflit qui existe en fait dans le jeu, c'est en fait d'un côté Ganondorf qui s'accroche au passé et qui veut le revivre, et de l'autre le roi d'Hyrule qui comprend qu'il faut laisser le passé dans le passé et qu'il faut laisser une chance aux nouvelles générations
de vivre aussi et de leur laisser leur avenir. Et je pense D'accord. que, et ça va être ma take pour cet épisode finalement, Wind Waker considère que les fans de Ocarina of Time qui ont gueulé sur le trailer, c'est Ganondorf, et que Nintendo qui décide d'aller de l'avant pour permettre à la saga de respirer un petit peu et de se renouveler, c'est le roi d'Hyrule qui choisit de sacrifier le passé pour pouvoir assurer un avenir aux prochaines générations. Et ça a plutôt bien marché, puisque la série des Zelda a continué à cartonner. Toi qui n'avais pas de connaissances profondes sur Ocarina of Time, t'as adoré le jeu. Les gens qui ont été un petit peu raisonnables et qui ont accepté de réfléchir plus de 5 secondes ont trouvé que le jeu était super. Et donc, quelque part, il y a dans ce conflit et dans sa résolution une petite métaphore de l'ambiance de la réception du jeu à l'époque. Alors, c'est assez intéressant. Après, je sais pas dans quel ordre se sont passées les choses, donc et c'est possible comme ça n'est pas possible suivant la réaction. J'ai regardé le Space World aussi. La vidéo de Space World, c'est beaucoup plus un cartoon. Jamais ça a tourné sur GameCube, j'en suis persuadé. Ça ressemble plus à une intention, où c'était encore plus cartoon sur les expressions et tout, qui était quand même une vraie différence. Mais par contre, ce que tu me dis, j'ai envie d'aller dans ton sens, au moins dans un truc, voire aller plus loin, c'est que c'est le premier jeu, a priori, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est le premier Zelda où le réalisateur, c'est plus Miyamoto, c'est Eiji Aonuma. Et que, contre hot take, c'est possible aussi que il y a aussi cette passation de pouvoir qui se passe là-dessus, qui est je fais le nouveau Zelda, on s'entend, hein, on enterre l'ancienne on enterre en fait on tue le l'ancienne père. garde, on tue le père en fait, on tue l'ancien Zelda plus ou moins, tout en essayant de le préserver, puisqu'en fait c'est quand même son héritage, ça reste l'héritage que tu essayes de sauvegarder, mais c'est comme voilà, comme Kandor quoi, tu essayes pas de sauver la ville en bouteille quoi. T'essayes de sauver l'idée de Zelda, mais la photo sépia, en fait ça on en a plus besoin. Donc je veux bien te suivre en rajoutant un peu ce côté-là qui est effectivement cette métaphore. Ouais, quand c'est le premier de Hanuma qui se passe comme ça, donc le nouveau Zelda. Alors en plus le fait que celui qui veuille détruire ça soit le roi, c'est aussi peut-être que cette passation de pouvoir qui est là, qui est le roi, ça pourrait être cette on va pousser loin la métaphore, mais ça pourrait être carrément Miyamoto aussi qui se dit j'essaie de la préserver, je l'ai préservée, mais en fait maintenant pour sauver le truc, c'est bon, on casse l'ancien et place aux jeunes. Et C'est littéralement ce que dit le roi d'Hyrule à la fin. Hein. Ah ouais, c'est vraiment ça. Donc c'est quasiment mot pour mot ce qu'il dit. Hein. D'accord. Ouais, il y a en tout cas, je sais pas si ça répond, mais je pense que effectivement, est-ce que ça répond aux critiques en avant ou en après? Mais en tout cas, ouais, je suis d'accord avec toi qu'il y a ce côté. Ouais, il y a un nouveau Zelda. Et il y a une nouvelle manière de faire, de présenter les choses. Et oui, l'ancienne Hyrule est détruite. Fatalement. Il y a un nouveau Zelda avec un grand N à nouveau, en fait. Ouais, c'est ça, quoi. Et quel que soit la raison, est-ce que c'est par rapport aux fans, par rapport à ce qu'ils veulent pour la série, par rapport aux anciennes gardes et tout? Ça pourrait être complètement fortuit aussi. Hein. Ça pourrait être complètement fortuit, mais c'est vrai que il y a de ça, quoi. C'est quand même il y a quand même un c'est peut-être le Zelda qui change le plus radicalement par rapport au précédent. Parce que ce qui est repris, c'est le système de jeu, le core gameplay qui est 3C, combat, le lock, tout ça.
en bouger parce que bon, ça devient pas un puzzle, ça devient pas un puzzle game. Mais alors, tout ce qui est en dehors du core gameplay, ça explose, ça en place même sur les donjons. Alors, je sais qu'ils ont pas fini, donc, enfin, pas qu'ils ont pas fini, mais qu'ils ont été pris sur le temps, donc, après, il y a toutes ces discussions-là, mais voilà, sur les donjons, je trouve qu'il y a aussi un côté plus, c'est pas le donjon à la papa où je suis rentré dans la porte et il y a un côté plus aéré, quoi, et ouais, c'est le jeu qui fait le plus une rupture de tous les Zelda. Là, je regarde la liste, et c'est le seul jeu où la conclusion, c'est qu'il faut tuer l'ancien monde, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est le seul jeu dont c'est la conclusion. Je vais me permettre une petite hot take secondaire et j'aurai peut-être l'occasion de revenir dans un autre épisode pour aller plus en détail. À propos de Shigeru Miyamoto, je me contenterai de dire ceci pour cette petite hot take secondaire. Je pense à l'heure actuelle qu'on peut dire avec un degré de confiance assez élevé que si Nintendo c'était Dark Souls, Miyamoto ce serait Artorias. C'est assez précis. Donc Artorias, si je dis pas de bêtises, c'est l'ancien roi dans... C'est quoi, Lordran, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Alors, ça me donne envie que tu développes. C'est peut dire, c'est Miyamoto, ouais, c'est celui qui a lancé le truc, mais qui est maintenant, enfin, je vais pas dire has-been, mais qui est, c'est un aspect ancienne gloire là que tu balances par là, c'est ça? Oui, et ancienne gloire un peu toxique. Ah oui. Ouais, je pense que je suis d'accord sur certains points, On aura l'occasion d'y revenir. Mais j'ai très envie d'en parler. Ok, oui, ça m'intéresse vraiment comme sujet, notamment via quelques anecdotes. Ah, terrible. Oui. Mais du coup, on va s'arrêter là pour cette émission. Merci Stéphane d'avoir accepté mon invitation. Je suis très content d'avoir fait cet épisode avec toi. Oui, moi aussi, c'est toujours un plaisir. On se reverra pour le prochain épisode Zelda. C'est ça, exactement. Et d'ici là, je rappelle à tout le monde que, évidemment, Hot Takes et Slow Burn est un podcast studio carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expériences de jeu. Vous pouvez suivre Hot Takes et Slow Burn sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram avec le @takesburn. Vous pouvez m'envoyer vos mails qui m'expliquent pourquoi j'ai tort à hottakes.slowburn@gmail.com. Vous pouvez me mettre 5 étoiles et un commentaire dithyrambique ou injurieux sur votre podcatcher préféré. Vous pouvez nous retrouver partout, Apple Podcast, Spotify, PodCloud, mais aussi les services que vous pouvez trouver sur les téléphones. J'aime toujours beaucoup Podcast Addict. Et merci à Paul pour le montage, merci à Vincent pour la voix off au début de chaque épisode, merci à Simon pour la musique du générique. Retrouvez la chaîne YouTube de Simon dans la description de l'épisode. Merci à vous de nous suivre toujours et encore pour cette deuxième saison. Un dernier mot, Stéphane ? Pareil, merci à tous les gens qui ont bossé dessus. Jouez à des jeux vidéo, éclatez-vous, soutenez les travailleurs du jeu. Et voilà. Et voilà, et on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, je suis toujours Mytlamite et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Salut.